Et ensuite, ça sera suivi d'une session questions-réponses où vous pourrez intervenir. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions directement sur votre clavier. Voilà. Donc, je passe la main à Guillaume. Bien, merci beaucoup. La question qui m'a été posée pour préparer ce webinaire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut changer sa gestion de projet vers une gestion de projet agile. Et il me semble que pour pouvoir expliquer comment l'agilité vient amener un regard nouveau sur la gestion de projet, il est nécessaire de revenir à ce qu'est la gestion de projet classique, telle qu'elle est conçue et explicité habituellement. Un projet, un projet, ça répond à un besoin. Donc, mon projet, c'est quelque part une solution à un problème. Et pour répondre à ce problème, eh bien, le management va me donner un budget, un périmètre et un calendrier pour résoudre le problème au travers d'un projet. Et donc, tout naturellement, on va avoir des formes assez classiques d'un chef de projet et son équipe, le chef de projet étant en charge du respect du budget, du périmètre et du calendrier, selon le bon triangle que vous connaissez tous. Alors, évidemment, ça fonctionne bien et ça paraît très logique, on pourrait dire très analytique, mais le souci de cette gestion de projet, c'est qu'il apporte avec lui, on va dire, des contrariétés. Par exemple, vis-à-vis du périmètre. Périmètre, ça veut dire que comme dans un périmètre de projet au démarrage, on veut rien oublier, eh bien, on va en rajouter. Là où on avait peut-être besoin d'une dizaine ou d'une quinzaine de fonctionnalités, on se dit, ah oui, mais tant qu'à lancer un projet, rajoutons les 5 ou les 10 fonctionnalités dont on a besoin aussi, puisque là, on a un mode projet qui s'ouvre, faisons quelque chose avec. Et tout ça, ça nous oriente vers une situation de gros projet. Ensuite, il y a la question des délais. Vous connaissez tous les magnifiques outils Microsoft, comme Microsoft Project, avec les schémas de Gantt, etc., où on va planifier dans le détail les délais et les étapes intermédiaires, sans tenir compte parfois de la réalité qui est que tout ne se déroule pas obligatoirement comme c'est prévu. Alors bien sûr, on va mettre un petit peu de marge, mais on va quand même dire comment les choses vont fonctionner. Alors qu'en fait, parfois on ne le sait pas, ou vont se présenter des inconnus, et des inconnus auxquels on va laisser assez peu de place. Et puis évidemment, on va consulter aussi les coûts. Alors, tout projet et tout besoin est à mettre en face d'un budget, mais là aussi, on va aller dans la précision budgétaire en calculant le plus précisément possible, parce que plus on va être précis dans le calcul et plus on va amener une réponse sûre. Ben, en fait, non. Quand on regarde ce qui se passe dans les projets, les dépassements budgétaires sont quand même assez courants. Alors, tout ça, ça nous donne des résultats incertains, parce que plus dans les périmètres et les spécificités, on est précis, et plus la complexité vient se mêler et vient amener on va dire, c'est le percutage avec le monde réel, hein. Qui dit complexité dit résoudre des problèmes qu'on n'avait pas prévus, dit allongement des délais, et qui dit allongement des délais dit les coûts s'envolent. Et tout ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce que ça donne quand tout le monde, au fur et à mesure d'un projet, se découvre face aux limites de la gestion de projet? C'est qu'on va faire de ce qu'on appelle de la suradaptation. Alors la suradaptation, c'est quoi? Il y en a deux, principales, hein. La pression managériale, en tapant sur la tête des gens ou en leur mettant la pression, on va pouvoir tenir le budget, le délai, voilà. Ça, c'est la première suradaptation. Bon, toutes les études en neurosciences sont là pour montrer que quand on tape sur la tête des gens qui réfléchissent, ça ne les aide pas à réfléchir. Néanmoins, on continue à le faire. Et puis, deuxième suradaptation, c'est le fait de rogner sur la qualité. Pour le sortir, allez, on va faire, comme on dit dans le métier, quick and dirty. Et le résultat, c'est que tout le monde est déçu. Et surtout celui qui paye, qui est le client. Alors, ça laisse tout le monde dans un état
de fébrilité, de je ne suis pas content par rapport à la qualité de ce qui a été livré, je ne suis pas content de mon travail, et mon client en plus n'est pas content de ce qui lui a été livré. Et la fois d'après, ben, on recommence. Ah oui, parce que si ça n'a pas marché la première fois, c'est qu'on n'a pas fait assez bien. D'accord? Donc, on va essayer de faire mieux ce qu'on a déjà fait. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Václavic qui a travaillé sur les questions de systémique et qui a cette phrase qui dit toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Néanmoins, on continue à mener des projets de cette façon-là. Et c'est pour ça que dans les très grands projets, 10% des projets en cycle en V, c'est-à-dire non itératifs, adaptatifs, incrémentaux, eh bien, réussissent. Ça fait peu quand même. Et donc, s'installent des questions de chaos. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Ce qui s'est passé, me semble-t-il, ou ce que l'agilité amène comme réponse, c'est qu'on a voulu traiter un problème compliqué comme on a voulu traiter un problème complexe comme s'il s'agissait d'un problème compliqué. Quand quelque chose est compliqué, on applique des bonnes pratiques, on applique des bonnes méthodes, par exemple pour construire une maison, construire un immeuble, on va appliquer des méthodes qu'on connaît et on sait que l'application de ces méthodes va nous conduire à un résultat qui est un résultat attendu. Quand les choses sont complexes, c'est-à-dire quand on ne sait pas très bien où on va et quand au fur et à mesure on découvre les technologies pour le faire, la complication, c'est-à-dire les bonnes pratiques, ne sont pas une réponse qui fonctionne. C'est un monsieur qui s'appelle Dave Snowden qui a théorisé ça à la suite d'Edgar Morin, d'ailleurs, dans son grand livre et dans tout son travail sur la complexité. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'applique pas des réponses émergentes à des problèmes complexes? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans le chaos. Et le chaos, ben, c'est quoi? C'est la survie. C'est un peu la gestion d'un hôpital de crise, situation de guerre. En fin de compte, tout le monde est là en train d'essayer de se protéger et de protéger son fromage, selon le titre du livre bien connu, et de se protéger lui-même, c'est-à-dire de ne pas protéger la qualité qui est livrée au client, parce qu'on ne va pas faire les deux à la fois. Donc tout ça aurait besoin d'un cadre de protection, on dit en coaching. La gestion agile, c'est amener le cadre de protection. Alors, comment est-ce qu'on l'amène? On l'amène avec un certain nombre de paramètres. D'abord, le fait de faire des itérations courtes. On ne va pas prévoir sur 6 mois, 12 mois ou 18 mois. On va prévoir le travail sur 2 semaines, 3 semaines, 4, mais vraiment au strict grand maximum, hein. Les équipes très entraînées, elles arrivent à prévoir du travail sur 2 jours et petit à petit à grignoter du travail et à avancer. Et à chaque fois, à livrer de la valeur. Comment est-ce qu'on livre? Livrer du travail en 2 semaines, 3 semaines, voire 2 jours avec des équipes de 40 personnes, ça va être compliqué, hein. Donc, on fait des petites équipes. Et dans ces petites équipes, on met l'ensemble des corps de métier dont on a besoin. Un peu comme dans les commandos, en fin de compte, dans l'armée, où chacun est capable de faire un petit peu quelque chose. Et puis, ce sont des équipes dédiées, pas à 20% ceci, 10% sur ce sujet, etc. et tout, ce qui est le meilleur moyen de faire du multitasking. Avec des petites équipes pluridisciplinaires, auto-organisées et dédiées, on peut répondre dans des délais très courts à des besoins complexes et complets. Petits, mais complexes et complets. Et à livrer de la qualité. Bien entendu, on a toujours cette question des coûts et des délais. Ce qu'on va faire varier, c'est le périmètre. On va dire, OK, vous nous avez demandé de livrer, par exemple, 10 fonctionnalités. On va livrer la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et dans le temps imparti, peut-être qu'on n'en livrera que 6, alors que vous en avez demandé 10. Mais ces 6 qu'on va livrer, on va les livrer dans une qualité qui est zéro défaut pour le client. Comme on va faire les choses avec des petites itérations, on va avoir la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle des boucles d'apprentissage courts. Donc, on va faire de l'apprentissage continu, selon la grande formule selon la grande formule de Monsieur Deming, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Donc, on apprend au fur et à mesure de ces pratiques pour les améliorer. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire de la valeur utilisable le plus rapidement pour les clients. N'oublions pas que dans l'industrie logicielle aujourd'hui, 45%
des logiciels, puisqu'on parle de logiciels, sont réellement utilisés par les clients. Ça veut dire qu'il y en a quand même 55% d'un logiciel qui sont peu, voire pas du tout utilisés. Vous imaginez les économies qu'il y a à faire en ne faisant que ce qui est le plus nécessaire pour le client au fur et à mesure? C'est un changement de paradigme, c'est un changement de conception du travail et c'est aussi un changement de rapport avec le client. On va passer du flux poussé au flux tiré, c'est-à-dire flux poussé, c'est allez les équipes, vous allez faire tout ça. Flux tiré, c'est nous n'avons plus rien à faire, nous allons prendre une nouvelle chose. D'accord? On va faire des boucles de réalisation courtes, ce qui va nous permettre de faire de l'apprentissage. Et, et on va mettre en place un certain nombre de, on va dire, postulats. D'abord, on veut des équipes qui soient engagées. Alors, des équipes qui font de la qualité, souvent, c'est des équipes qui sont engagées. Donc, ça veut dire qu'on se refuse de faire des choses qui ne sont pas de qualité. Vous avez peut-être déjà entendu que l'agile, en fin de compte, c'est pas faire les choses complètement jusqu'au bout. Si vous avez entendu ça, en fin de compte, c'est que vous avez entendu des gens qui ne faisaient pas de l'agile, parce que l'agile, c'est produire des choses qui sont de qualité, stabilisées, directement utilisables par le client. Évidemment, le manager va changer de rôle. Il n'est plus là pour dire aux équipes faites ceci, faites cela. Il est là pour dire aux équipes de quoi avez-vous besoin pour bien travailler. Donc, il va s'intéresser aux équipes, il va s'intéresser à ce qu'on appelle les interactions et les personnes, et donc il va s'intéresser aussi au système de valeur. Il va arrêter et lâcher la pression managériale comme outil de réalisation. Je ne dis pas que dans tous les corps de métier, il faille faire ça. Par exemple, quand on prend les domaines du commercial, imaginez une équipe commerciale sans pression managériale, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais quand vous produisez de l'intelligence, et notamment de l'intelligence collective, amener de la pression managériale dessus, bah, il n'y a rien dans la littérature aujourd'hui qui dise que ça sert à quelque chose. Ça ne vous empêche pas de le faire si vous voulez. Le plus important dans cette histoire, c'est de considérer que c'est le client qui a le dernier mot. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut régulièrement de la valeur d'usage de qualité. Il veut que régulièrement, le produit ou le service dont il bénéficie, il soit mieux que les autres. Autrement, il n'a aucune raison de ne pas aller à la concurrence. Et pour savoir si ça lui convient, il faut qu'on sache si ça lui convient. Pour ça, il faut des boucles de feedback rapides. Mettre en place quelque chose pour le client et changer tous les 18 mois, ben, aujourd'hui, avec la vitesse de la transmission des informations, en fait, c'est un peu long, quoi. Et il s'agit pour ça de ne pas confondre deux choses, c'est le travail et la valeur. On est très organisé, ou on va dire un certain héritage du taylorisme fait qu'on sait très très bien mesurer le travail. Mais mesurer le travail, à quoi ça sert? À part le fait de mesurer que les heures passent. Ce qu'il faut mesurer, c'est la valeur qui est fournie et qui est fournie réellement au client. Alors concrètement, on fait comment? Déjà, on se rend compte que ce qu'on fait, on n'a plus envie de le faire. Et ça, on a besoin de quelqu'un qu'on a appelé le boss là, mais qui dans la littérature s'appelle le commanditaire, qui dit OK, là on fait quelque chose, on s'épuise à le faire, il faudrait essayer de le faire autrement. Une fois qu'on a ce premier passage, qui n'est pas toujours simple à obtenir, on identifie, on réidentifie ou on réexamine ce dont le client a besoin. Et dans les besoins du client, on identifie en premier le premier des besoins dont il a besoin. On priorise les besoins du client. Quand on priorise les besoins, on a par exemple la grille du Moscow, hein, must have, should have, could have, won't have. Ensuite, on crée ce qu'on appelle les MVP, Minimum Viable Product, les premières étapes et les deuxièmes étapes. Qu'est-ce qu'on va faire en premier pour livrer pour le client, pour qu'il puisse se servir de notre produit. Une fois cette étape réalisée, on réunit une équipe dédiée volontaire. Il faut que les gens soient volontaires et aient envie d'essayer de travailler une nouvelle façon, de nouvelles façons. Et puis on forme les personnes et on forme les managers. Parce que il s'agit d'appréhender le travail d'une manière différente. Et ça se fait pas tout seul. En troisième étape, on va faire, c'est-à-dire que
il y a le temps de la formation et il y a le temps de l'intégration de la formation. Et l'intégration de la formation, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez former quelqu'un, mais s'il continue ensuite à travailler de la même façon, il ne se passera pas grand-chose. Alors que si vous formez quelqu'un et que ensuite vous le mettez dans le bain d'une nouvelle façon de faire, là, il va pouvoir faire son apprentissage par de l'auto-apprentissage et par de l'apprentissage des OK que le client va lui donner. Donc, on mesure quoi? On mesure la satisfaction du client. Est-ce que ça va? Donc, ça, c'est les boucles d'interaction. On mesure la qualité de la production. Est-ce que ça casse? Dans l'informatique, on va mesurer, par exemple, le taux de retour d'un service support. Mais dans d'autres démarches, on va pouvoir mesurer aussi s'il y a des défauts ou pas. On va essayer d'aller et de tendre vers le zéro défaut, d'analyser pièce par pièce pourquoi est-ce qu'il y a des défauts. Et puis, on va aussi mesurer la satisfaction de l'équipe. Et si tout ça, toutes les améliorations ou l'amélioration qu'on met en place, elle permet d'augmenter et la satisfaction des clients et la qualité de la production et la satisfaction de l'équipe, alors dans ce cas-là, on passe à l'étape suivante et on se dit, tiens, on a intégré une nouvelle façon de faire, une nouvelle pratique qui nous est bénéfique. Si ça augmente pas, on laisse tomber la pratique et on en essaye une autre. Donc on expérimente. Et voilà. Et si c'est mieux, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de vous parler de l'offre de formation qu'on a en conjointe avec Centrale Supélec. Merci Guillaume pour toute cette présentation. Donc j'espère que notre offre intégrée de formation peut permettre effectivement de répondre en totalité ou en partie effectivement aux problématiques que tu as abordées. Notre offre de formation en fait se présente de façon complète, c'est-à-dire que c'est un parcours intégré en 3 parties. Donc dans une première partie, les fondamentaux avec l'initiation. Un deuxième bloc qui va se sous-diviser en 2 parties, donc qui vont être des blocs de spécialisation. Donc, on va choisir un focus soit sur l'agilité d'entreprise ou l'agilité d'équipe. Donc là, ce que vient d'évoquer Guillaume, c'était plutôt l'agilité d'équipe, mais qui répond quand même à une problématique corporate, on va dire. Et enfin, le troisième volet qui peut vous amener, si vous suivez l'intégralité du parcours, jusqu'à l'expertise. Voilà, donc je vais rentrer dans les détails des différents blocs. Donc, à commencer par Agile Foundation, qui reprend vraiment les fondamentaux de l'agilité. Au niveau des prérequis, c'est assez light, c'est simplement avoir une expérience en gestion de projet, pas forcément agile. Bon, c'est vrai qu'on a parfois des gens quand même qui ont été un peu initiés, on va dire, à l'agilité. C'est vraiment plus presque une philosophie. Hein. Il s'agit vraiment d'appréhender l'état d'esprit, l'acculturation l'acculturation agile vraiment. Autour des DRE Framework qu'a présenté, il a présenté du moins les cadres dont Guillaume parlait, donc le Scrum et le Kanban. Et puisque vous avez effectivement les 2 certifications Scrum et Kanban qui sont inclus dans cette formation, donc à la fois la préparation puis la passation de ces 2 certifications sur les sites historiques, certifiés. L'idée, voilà, dans les choses abordées, c'est vraiment de revenir, mais vraiment beaucoup plus en détail sur ce qui a été dit par Guillaume, donc à savoir le pilotage par la valeur, la planification itérative. Donc, ce petit schéma-là en boucle qu'il a pu vous présenter, dans le but d'être directement opérationnel au sein d'une équipe agile. On reprend également tous les rituels qui sont de l'agilité et également tout ce qui va être le test and learn et fail test. Donc ça, c'est également tout le pratique de l'itération finalement. L'idée qui sous-tend tout ça, donc que vous explique, que vous transmet du moins plutôt bien le formateur, qui est Mallory, Goussens ou peut-être Guillaume, c'est vraiment de trouver sa propre agilité. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, bien sûr, qu'on a pu vous présenter à travers certains graphiques, mais l'idée, c'est vraiment de trouver la façon qui vous convient à travers les frameworks agiles.
Au niveau des outils d'animation, du coup, ça va être très interactif puisqu'on est sur vraiment de la mise en situation, des simulations, un apprentissage plutôt collectif aussi. C'est pas vraiment du travail prescrit magistral. On demande, enfin, c'est des salles qui sont plutôt grandes par rapport aux groupes qu'on peut avoir qui sont plutôt restreints. Et donc, au niveau de l'organisation, donc vous avez effectivement la préparation. Vous avez 2 jours sur Scrum, 2 jours sur Kanban. La dernière demi-journée, il y a un oral de révision qui reprend toutes les grandes thématiques qui ont été abordées pour s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir être certifié Scrum et Kanban, puisque ça sera à vous par la suite de vous connecter et de passer ces 2 certifications en ligne. Donc là, vous avez 5 jours vraiment à vocation uniquement d'apprentissage, de pédagogie. Il n'y a pas de, ça ne sera pas du temps, vous n'avez pas 2 heures pour passer votre examen. Voilà, donc je vais enchaîner sur les 2 blocs de spécialisation. Donc, à travers l'agilité d'équipe, où on a donc les certifications Product Management et Agile Facilitation. Donc, ça va être tout ce qui est Scrum Master. Et sur l'agilité d'entreprise, Agile Manager et agilité à l'échelle, dans l'idée de donc, révéler son expertise. Je ne suis pas rentrée dans le détail vraiment de tous les blocs de spécialisation, mais l'idée, c'est de choisir vraiment un focus sur l'agilité d'entreprise ou l'agilité d'équipe. Et à travers l'expertise, on va plutôt être sur un retour d'expérience à travers une thèse professionnelle ou un genre de mémoire que vous écrivez en collaboration, du moins accompagné par le responsable pédagogique. Voilà pour l'offre de formation dans son intégralité. Au niveau des prérequis, alors oui, c'est moi donc votre point de contact pour échanger sur votre souhait de suivre une de nos formations. Donc sur vos besoins, vos attentes, si il y a des problématiques sur lesquelles j'ai pas forcément la réponse, j'ai également une équipe sur laquelle, que je peux solliciter pour pour obtenir un petit peu plus de réponses sur votre problématique à vous, par exemple quel cursus pourrait plus vous correspondre. Au niveau des prérequis, je ne l'ai pas spécifié, mais sur tous les modules de spécialisation, ça implique d'avoir les certifications Scrum et Kanban, ou alors d'avoir suivi le module 1, donc le module Agile Foundation, de compléter évidemment un bulletin d'inscription, et on peut aussi également parler de la partie financement ensemble, sachant que pour le moment, il n'y a pas de code CPF, c'est une question qui revient souvent sur cette partie-là. En revanche, il peut y avoir une prise en charge de votre entreprise ou de son OPCO, c'est-à-dire de l'organisme qui va gérer en partie les fonds de l'entreprise pour une branche collective. Voilà. Donc, je prends le… Voilà, donc on a la chance d'avoir un ancien participant sur Oui, la bonjour. formation qui a eu lieu au mois de décembre, Agile Foundation. Donc, c'est Monsieur Castaneda. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez, Manuel? Oui. Oui, je vous entends. Vous m'entendez bien? Très bien, et vous? Parfait. Ok. Je vais vous laisser peut-être vous présenter et puis je vous poserai les questions par la suite. Ça vous va? Effectivement, Manuel Castaneda. Aujourd'hui, je suis dirigeant fondateur d'une société qui entreprend dans le web et notamment e-commerçant et développement de projets e-commerce. Voilà. Et quand j'ai suivi cette formation, c'était dans le cadre d'une reconversion, donc à la fin de l'année, puisqu'avant j'étais consultant d'entrepreneuriat. Oui, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette formation sur la thématique de l'agilité? Alors, moi, pour ma part, en fait, je l'ai suivi dans le cadre de cette reconversion finalement, et parce que dans le cadre de mon ancien métier, notamment sur le marketing, on avait abordé on avait eu quelques notions d'agilité, notamment sur tout ce qui était design thinking, et ça m'avait interpellé. Je souhaitais en fait finalement en savoir un peu plus sur l'agilité, mais surtout sur l'agilité au sens large, et pas forcément sur le principe de l'IT, puisqu'il est souvent appliqué à l'IT, mais moi, je voulais l'utiliser plutôt dans le web, où c'est des méthodes de fonctionnement un peu différentes. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là, pour pouvoir l'appliquer dans ma petite structure. Ok, très bien.
au niveau du rythme de la pédagogie et du contenu de la formation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre retour d'expérience? Ouais, ce qui est intéressant, effectivement, moi j'ai suivi la formation avec du coup avec Mallory de chez Neo les points qui m'ont semblé intéressants, c'est que d'une part on avait un formateur quand même qui était rompu à la mise en place de l'agilité dans les entreprises, donc il y a eu cette partie théorique pour déjà apprendre la philosophie agile finalement et bien comprendre dans quel cadre ça s'inscrivait pour éviter de détourner un petit peu ces principes. On a très vite après illustré ça par des petits jeux de mise en place avec notre petit groupe qu'on avait fondé et de voir finalement les bénéfices que ça pouvait apporter assez rapidement sur une équipe et de pouvoir mettre en œuvre, mettre en pratique pour pouvoir retranscrire après dans nos structures. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui était pas mal, c'est qu'en plus, c'était sur une semaine. Donc, on a vraiment finalement une vie de groupe et d'équipe au sein de cette semaine presque en mode agile. Donc, c'était intéressant. Voilà, c'était ces points-là de pouvoir avoir une partie théorie, une mise en pratique sur un rythme qui est adapté pour finalement passer l'oral en bonnes conditions et être bien préparé finalement aux certifications. Voilà, moi, je trouvais ça plutôt très positif. Merci. Du coup, vous répondez à la question suivante au niveau du passage des certifications Scrum et Kanban. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire le lien entre ce que vous avez pu voir et ce que vous avez, enfin, on va dire les certifications, ce que vous avez eu à répondre pour passer ces certifications? Moi je les ai passés. Alors sur le Scrum, je l'ai passé un petit peu après, donc puisque je l'ai passé la semaine dernière. Donc moi, de décembre à mars, j'ai laissé passer du coup un petit peu de temps, mais finalement, tout ce qu'on avait vu en formation, ça a été nécessaire dans le passage à la certification. On avait été quand même bien préparé, finalement bien mis en garde parce que il y avait quand même aussi il y a un travail personnel derrière de pouvoir reprendre les slides, de pouvoir, même si on a tout vu, reprendre un petit peu tout le contenu qui nous a été fourni par Mallory, puisqu'à l'issue de la formation, il nous fournit aussi tout un tas de contenus qu'on a déjà vu en formation, mais qui nous permet de travailler, de passer l'assertif assez sereinement finalement. C'est plutôt bien passé. Voilà. Après, il y a quand même un petit peu de travail personnel à faire pour, ça reste une certification. Et il faut quand même répondre aux questions. Donc voilà. Et Kanban, écoutez, pour être transparent, je suis en plein dedans puisque je dois la passer normalement demain. Donc voilà. On vous souhaite bon courage pour ça. Merci. Donc, pas de surprise sur Scrum par rapport au contenu de la formation et au niveau des questions posées dans le cadre de la certification, du coup. Non, il n'y a pas de surprise du tout. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment par rapport à la formation, au-delà de, on a le Scrum Guide et ce genre de choses-là, finalement, il y a un certain nombre de questions qui sont dans le Scrum Guide, mais il y a aussi comment appliquer, comment mettre en place Scrum, le framework et ses principes. Et ça, c'est plutôt en formation du coup qu'on l'a avec toute la philosophie et éviter de détourner Scrum parce que comme tout point, ça peut être détourné et après, je crois que c'est ce que on disait tout à l'heure. J'ai pas tout suivi, mais il me semble ce qu'on disait, qu'après, forcément, si on applique mal et qu'on détourne tout ça, on n'en voit pas les bénéfices. Oui. Ouais. Et du coup, dans votre activité d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous a apporté cette formation? Ça m'a permis de vraiment découvrir l'agilité parce que moi j'y étais pas forcément rompu et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre structure on essaie de la mettre en place, notamment le Kanban, puisque le Scrum, il faut avoir un peu plus grosses équipes et aujourd'hui on est une structure où là on est deux, plus on va accueillir 3 autres stagiaires et on va mettre en place justement des Kanban pour pouvoir piloter tout ça et faire des itérations parce qu'on a besoin d'être dans le web assez réactif sur les nouveaux produits, les nouvelles gammes, les nouvelles tendances, enfin tout ce genre de choses là. Donc c'est assez utile et du coup justement j'envisage de poursuivre sur le cursus sur la deuxième étape. Donc voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci Manuel de votre intervention et de vos réponses à ces questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne Merci. journée alors. Je vous Pareillement. laisse. Merci à Merci. vous. Au revoir. Et donc, on peut passer aux questions-réponses pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient échanger avec nous. Alors, on nous pose la question de savoir combien de temps sont valables les certifications. De mémoire, la certification Scrum, elle n'a pas de limite de temps. En revanche, je crois que la certification Kanban doit être renouvelée tous les 2 ans, 18 mois. Le doute s'installant avec les certifications SAFe qui, elles, sont valables 1 an. Donc, c'est une information qu'on doit pouvoir vous donner c'est une information qu'on doit pouvoir vous donner au fur et à mesure du temps. On a une deuxième question qui concerne le coût de chaque module. Et ça, je vais laisser la spécialiste répondre. Merci. Donc, au niveau du coût, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'était vraiment plus sur le contenu. Sur la partie Agile Foundation, c'est 4 300 € hors taxe. Et sur les modules de spécification, c'est 3 900 € par module, sachant que si vous faites un package, un genre de bundle, il y a des réductions quand même. Donc, vous pouvez me contacter pour que je vous présente ça de façon plus particulière. Et de toute façon, on vous enverra également la plaquette qui récapitule toute l'offre avec les prix qui vont bien en face, effectivement. Est-ce que la formation correspond finalement à devenir coach agile en quelque sorte? Ouais. Oui. Oui, mais pas que. Dans le sens où les modules destinés aux équipes vont vraiment bien dans cette direction-là. Et je dirais que les modules plus institutionnels, eux sont plus dans une optique de manager agile. Donc, je dirais qu'à l'issue de la formation fondamentale, il y a un moment où on fait un peu son choix sur qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier. Est-ce que j'ai envie d'aller insuffler de l'agilité dans les organisations ou dans mon organisation, comme dans le cas de Manuel, hein, en tant que manager, donc de m'appuyer sur les équipes pour créer de la valeur en tant que manager, ou est-ce que je veux aider des organisations à transformer leur mécanisme de production de valeur vers des méthodes, vers une approche agile. Et dans ce cas-là, je vais plus aller vers des métiers qui s'apparentent aujourd'hui au métier de coach ou de consultant agile. Bien coach et consultant agile, en sachant que les deux peuvent exister, avec une troisième variante qui est coach d'organisation vers l'agilité, qui là pour le coup est l'accompagnement des codires et des managers vers la transformation des mécanismes de création de valeur dans l'entreprise. Donc, est-ce que ça correspond? Je dirais que dans un premier temps, au premier échelon de la formation fondamentale de 5 jours, non, je dirais qu'on n'est pas au contenu encore pour être coach agile. On peut être en revanche tout à fait Scrum Master ou intervenant dans une équipe, voire PO. On va ensuite se spécialiser avec l'offre de formation destinée aux équipes, plutôt dans une orientation Product Owner ou plutôt dans une orientation Scrum Master. Et enfin, troisième volet, on peut se spécialiser dans le management agile. Et enfin, on peut réunir tout ça pour aller faire du conseil en transformation auprès d'entreprises. J'espère que cette réponse aura couvert votre demande.
On peut laisser quelques instants pour une autre question, si vous en avez une, à vos claviers. Pas de volontaire. Je crois que de toute façon, vous allez recevoir un feedback derrière. Oui, vous pourrez consulter l'intégralité du webinaire via un lien que je vous enverrai, qui contiendra du coup le support également qui a été préparé pour ce webinaire. Donc, une question de la même personne. Donc, en quelque sorte, pour faire du conseil en transformation en entreprise, vous conseillez les 2 modules. Alors, les 2 modules, est-ce que vous pouvez préciser les 2 modules d'accord, ok. Et module entreprise, d'accord, oui. Alors, j'ai envie de dire que les 2 pourraient être adaptés. Après, Alors, de la pratique qui est la mienne professionnelle là, depuis quelques années, je crois qu'il est nécessaire de comprendre ce qui se passe à un niveau d'une équipe. Il est nécessaire de comprendre ce qui se passe dans une équipe pour ensuite aller faire du conseil en organisation plus haut. Parce qu'autrement, le risque pourrait être d'être coupé des réels besoins de l'équipe. Et ce qu'on essaie de faire en agilité, c'est de vraiment remettre l'équipe au centre de la création de valeur pour le client. Donc, il faut comprendre les dynamiques qui se passent dans une équipe, voire il faut y avoir été et avoir pratiqué dans une équipe, de façon à pouvoir donner des indications qui ensuite sont des indications réalistes. Maintenant, ce savoir-là, il n'est pas suffisant, me semble-t-il, pour accompagner les managers ou accompagner les comités de direction. Et c'est pour ça qu'il y a un module spécifique. Est-ce qu'il faut faire les 2 modules? Il me semble que oui, c'est nécessaire, sauf à disposer d'une expérience préalable dans une équipe agile ou dans de la conduite de projet agile au sein d'équipes et d'avoir besoin, dans ce cas-là, uniquement de la partie management institutionnel. Ou à l'inverse, d'avoir déjà fait du conseil en transformation d'entreprise, de ne pas connaître l'agilité et dans ce cas-là, de faire une formation qui soit plus dédiée aux équipes pour comprendre les mécanismes au sein de l'équipe. Vraiment dans la transformation agile des entreprises, on va dire du haut jusqu'en bas, il y a bien cette idée d'abolir le plafond de verre, à moins que ce soit un plancher de verre, entre la conception et la stratégie et le travail des équipes. Pour ça, il faut être allé dans l'une et l'autre il faut être allé d'un côté et de l'autre de la barrière pour faire cet accompagnement. Merci pour la question. Bien, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et peut-être à bientôt. Bonne journée.